Il a plus de 25 ans d'expérience en observation de la Terre. Il a travaillé au Centre canadien de télédétection à Ottawa. Il a enseigné à l'Université du Québec à Rimouski et aussi à l'Université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Il a également reçu une bourse pour étudier au Japon et connaît la zone sinistrée de Sendai, là où il y a eu le tsunami dernièrement. Son intérêt principal est d'étudier les problèmes d'érosion côtière, via l'espace. Donc, Monsieur Delisle a joint l'Agence spatiale canadienne il y a maintenant 10 ans. Il est responsable du développement des applications du satellite RadarSat 2 au sein du gouvernement du Canada, en soutenant les ministères à intégrer l'utilisation des données d'observation de la Terre dans leur mandat. Aujourd'hui, M. Delisle va nous entretenir sur les applications et utilisations de RadarSat 2. Merci. Bien, merci. On va faire un essai aujourd'hui. Je vais faire ma présentation en français, mais mes diapositives seront en anglais. Puis à la fin, si vous avez des questions, ça me fera plaisir de répondre dans les deux langues officielles, sur le français et l'anglais. Ça fait déjà, comme Pierre l'a mentionné, 10 ans que je suis à l'agence. J'ai promu RadarSat 2 de longue haleine avant le lancement. Et lorsqu'on parle avec les différents gestionnaires puis on veut présenter le radar, c'est toujours pas évident d'essayer de leur présenter un peu les applications à partir d'une image brute, surtout avec les images RadarSat 1, si vous êtes familier un peu avec la technologie. La polarisation de RadarSat ne permettait pas souvent de faire des composés couleurs, mais aujourd'hui, avec RadarSat 2, avec la multipolarisation, on est capable de dériver des décomposés qui nous permet de faire une meilleure discrimination au niveau de l'utilisation du sol et de démontrer un peu le potentiel de la technologie. Donc, il y a une évolution dans le temps au niveau des applications et au niveau aussi des missions, parce que là, on a développé un créneau à l'Agence spatiale au niveau du radar. Donc, on a commencé avec RadarSat 1. On a RadarSat 2 présentement qui fonctionne en parallèle avec RadarSat 1. Et on a la constellation RadarSat que je vais parler un peu plus tard au cours de ma présentation. Donc, le but de ma présentation aujourd'hui, vraiment, c'est de faire le point sur l'utilisation de RadarSat 2 depuis son lancement, le modèle qui a été utilisé par rapport à RadarSat 1, les différences, et de voir aussi où est-ce qu'on s'en va avec les utilisateurs, les applications, l'intégration aussi des différents modèles, et puis le suivi au niveau des prochaines missions. RadarSat 2 est un PPP, c'est la grosse mode ces temps-ci. On le voit pour les ponts dans la région, on voit pour plusieurs types d'infrastructures. Le modèle avec RadarSat 2 fait que le gouvernement a investi près de 445 millions pour la construction du satellite. Ce satellite-là est opéré et géré par la compagnie MDA, McDonald, Dwyer & Associates. Et le gouvernement a le mandat de fournir des images pour ses propres besoins. Donc, on a une allocation d'imagerie prépayée sur l'utilisation du temps de la vie utile du satellite qui à peu près devrait durer à peu près 10 ans. Donc, l'Agence spatiale gère ces données pour le gouvernement canadien et les fournit, les distribue aux différents usagers à l'intérieur même du gouvernement canadien et de ses partenaires. Ma tâche particulière, moi, en tant que gestionnaire de cette allocation-là, c'est vraiment de s'assurer qu'il y a une pérennité au niveau de l'utilisation. 445 millions de données, on parle environ de 30 000 images par année. C'est gestion de conflits, s'assurer que tout le monde ait un accès au même niveau. Avoir aussi un contrat de traitement qui est diffusé à l'intérieur du gouvernement pour que les images soient disponibles aux usagers à peu de frais. Donc, la plupart des coûts au niveau de l'intégration des données est absorbé par l'agence. Donc, les ministères ont peu de frais à défrayer justement pour avoir accès à ces données. On essaie de voir aussi au niveau des applications, de supporter un peu la maturité de ces applications-là au sein des ministères. Il y a Environnement Canada qui est un des plus gros usagers présentement, la Défense qui utilise maintenant de plus en plus au niveau de la gestion côtière, la surveillance, la souveraineté du Canada. Et aussi les autres ministères qui sont en développement aussi pour justement développer des applications opérationnelles. On a ici
l'utilisation du radar. Je pense que le programme RadarSat au Canada est un succès depuis 1995. Avec le lancement du premier satellite RadarSat 1, qui était un peu un satellite de démonstration et qui avait comme objectif vraiment là, de supporter les besoins opérationnels du Centre des glaces d'Environnement Canada, a démontré une certaine utilisation, mais au niveau de la polarisation, il y a plein d'éléments qui faisaient que plusieurs ministères étaient un peu réticents d'utiliser cette technologie-là et avaient une préférence au niveau de l'utilisation des données optiques. Comme je l'ai dit, avec RadarSat 2, avec la multipolarisation, il y a beaucoup plus de potentiel. On parle d'environ 175 modes différents sur RadarSat 2 qui peut permettre là, une meilleure discrimination au niveau de l'utilisation du sol. Donc, avec les différents partenaires, on a développé des applications. Et puis aussi au niveau du volume, c'est important de mentionner que dans les meilleures années de RadarSat 1, on utilisait ou on consommait environ 5000 images par année et la plupart de ces images-là étaient utilisées par le Centre des glaces. Le créneau a changé beaucoup avec RadarSat 2. De par le processing, le coût de traitement qui a diminué de beaucoup, les ministères n'ont pas à débourser 300 $ ou 400 $ par image pour avoir accès à ces données-là. Et l'accès aussi via un site FTP fait que la donnée est disponible moins de 24 heures après l'acquisition. Donc, l'image est acquise, elle est traitée et à l'intérieur de 24 heures, les images sont disponibles sur le site FTP et ça permet une utilisation multiple. Donc, plusieurs ministères peuvent avoir accès aux mêmes images parce que la politique de données nous permet de cette utilisation-là à plus grande échelle. On a maintenant dans notre mire la constellation RadarSat qui devrait être lancée en 2016. La construction du premier satellite, parce qu'on parle de 3 satellites. Le premier satellite va commencer sa construction en janvier l'année prochaine. Donc, il y a une pérennité au niveau de l'utilisation radar et on a investi massivement au niveau de l'infrastructure pour s'assurer que les images vont être fournies aux différents ministères. En termes de volume, avec 3 satellites et l'acquisition en temps réel, on parle d'environ 300 000 images acquises par année. Et donc, c'est 10 fois plus que ce qui est présentement utilisé par les ministères. Donc, on parle beaucoup d'essayer d'automatiser davantage les différents modèles pour intégrer de façon opérationnelle ce volume important de données qui va arriver lorsque les satellites vont être opérationnels. À qui ces données s'adressent? Principalement, les données sont vraiment pour le gouvernement canadien, mais on a aussi des partenariats avec les provinces. Les provinces ont accès présentement pour les données RadarSat 2 via différents programmes, par le partage via l'utilisation des données avec un partenaire fédéral, mais aussi on a des programmes incitatifs pour que ces entités puissent faire des demandes pour avoir des projets et on peut les supporter au niveau des données. Ces projets-là, on a un programme qui s'appelle SOAR, j'ai une diapositive plus tard, qui cible davantage aussi notre clientèle académique. On peut fournir ou prêter des images pour le support de recherche et développement au niveau maîtrise doctorat, mais aussi avec nos partenaires internationaux. Les gens m'approchent pour savoir est-ce qu'on peut avoir accès à des données TerraSAR-X de DLR de l'agence allemande. Et la réponse est oui. On a des collaborations avec l'Agence spatiale européenne, on a des collaborations avec DLR, on a des partenariats aussi pour supporter des projets internationaux comme en Afrique. Donc, on essaie de développer différents créneaux pour s'assurer qu'il y ait une bonne distribution de données, puis aussi permettre aux usagers comme vous aussi d'avoir accès à ces données-là. Si on regarde un peu la répartition des différents usagers, c'est toujours Environnement Canada qui est le principal usager opérationnel des données RadarSat 2. Le Centre des glaces a développé une expertise depuis 1995 et intègre de façon opérationnelle les données RadarSat 2. La Défense nationale, avec le programme de souveraineté et de surveillance dans le Grand Nord, il y a un projet qui s'appelle Pôle Epsilon. La Défense a investi pour avoir leur propre station de réception, pour avoir une acquisition dans les côtes Est et Ouest. Ils ont leur propre traitement aussi, donc de façon opérationnelle, sont capables maintenant d'ingérer des images RadarSat 2. Les autres ministères, comme Ressources naturelles Canada, c'est le Centre canadien de télédétection en symbiose avec les autres ministères qui développent des applications pour les rendre opérationnelles.
On a l'Agence spatiale qui est un peu distributeur de données pour supporter justement les différents projets ou les programmes que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et on a les autres ministères, un peu comme Agriculture Canada, qui de plus en plus, avec la polarimétrie entre autres, ont des créneaux qui peuvent avoir des objectifs opérationnels avec l'utilisation du radar. En gros, l'Agence spatiale distribue des données. On utilise quand même 10% de l'allocation, mais on la redistribue selon les différents programmes. On peut supporter l'industrie avec le programme PDOT, qui est le programme de développement d'applications en observation de la Terre. On a le programme SOAR, qui est un anglicisme pour Science Operational and Application Research, qui distribue justement des données pour le prêt au niveau de l'utilisation des universités. Et on a aussi l'aspect image, traitement d'image et qualité d'image. On a un mandat de s'assurer que les images qui sont fournies au gouvernement sont de bonne qualité. Donc, j'ai quelques applications en rafale que je vais vous présenter pour vous montrer un peu l'intérêt et où est-ce qu'on s'en va au niveau de la recherche. Cette application-là est intéressante dans le sens que on commence de plus en plus à fusionner les données radar avec des données multisources. Ici, si j'utilise on a une image radar avec la localisation d'un bateau ici et la garde côtière a accès à des données en temps réel sur la localisation de bateaux via ce qu'on appelle le AIS, le Automatic Information System, dont chaque bateau est équipé d'un transmetteur qui donne sa coordonnée à latitude, longitude, qui donne ses statistiques aussi, sa direction, sa vitesse. Donc ces données-là les données sont accessibles presque en temps réel et à toutes les 5 minutes. Et on peut faire des acquisitions. Ici, l'acquisition d'images radar 7.2 a été faite à 18h52 et on a ici des acquisitions de données EAS à l'intérieur de 5 minutes. Et on peut voir que l'image se situe exactement entre les deux. C'est intéressant dans le sens que lorsqu'un bateau est légal et transmet son signal, on peut facilement faire la corrélation entre le bateau sur l'image et les positions EAS. Mais si jamais un bateau n'émet pas un signal, mais on peut le détecter sur l'image, mais ça peut être une source ou une cible qu'il faudrait investiguer davantage parce qu'il y a un problème au niveau de la localisation et c'est peut-être un bateau illégal. En plus, si on est capable, avec la détection des nappes de pétrole, identifier des pollueurs, bien, ça devient un outil intéressant pour détecter des problèmes. Avec le changement climatique, on travaille beaucoup dans le Grand Nord canadien. Beaucoup de recherches se fait présentement avec les données radar. L'année internationale polaire a été supportée par l'Agence spatiale. On a fait plusieurs couvertures au niveau de l'Arctique et de l'Antarctique. Donc ici, on voit en bleu les glaciers, puis on voit la vélocité ici à partir d'interférogrammétrie. À partir de l'interférométrie, on peut calculer la vélocité ou le déplacement de ces glaciers-là. Donc, avec l'événement des changements climatiques, on supporte beaucoup la méthodologie scientifique pour faire un suivi au niveau de ces exercices. L'étalement urbain aussi est de plus en plus important. On voit aussi ici la possibilité de superposer l'information du radar pour essayer de voir où juste identifier l'étalement urbain et de comprendre un peu les différentes zones. Ces projets-là c'est un partenariat avec nos partenaires allemands de DLR qui nous permet d'avoir accès à leurs données TerraSAX pour avoir une utilisation intégrée des différentes images. Ici, on voit un volcan actif avec l'interférométrie encore. Non, j'ai de la misère ici. On voit ici l'interférométrie d'un volcan actif, puis les variations à quelques millimètres près, pour être capable de comprendre et d'identifier les zones qui pourraient déclencher une catastrophe naturelle. Donc, on a développé un background mission au niveau de zones sensibles, des désastres partout dans le monde pour être capable de justement faire un suivi. Et si jamais il y a un désastre, on peut aller dans les archives, faire le traitement et faire des corrélations aux besoins selon l'endroit dans le monde. Ici, ce qui est intéressant dans ça, c'est des données Spotlight de RadarSat 2 à une résolution d'1 mètre.
Ce qu'on voit, c'est des réservoirs de pétrole avec des couvercles qui sont amovibles et qui varient selon la quantité de pétrole à l'intérieur. Je vais vous montrer une petite animation, puis vous allez voir, entre autres, le déplacement de ces toitures qui varient selon le modèle. Donc, on peut facilement, là, à partir de plusieurs images, faire un suivi. Donc, ce que vous voyez, les déplacements, c'est vraiment la toiture de ces réservoirs-là qui varie dans le temps et qui permet une cartographie à petite échelle là, intéressante d'événements comme ça. Un point important sur lequel je travaille présentement, c'est l'intégration de la géomatique le plus possible au niveau de l'utilisation des données. Plusieurs gestionnaires qui peuvent accéder à ces données-là ont de la difficulté à interpréter les données radar. Donc, la possibilité de générer des cartes de référence et de superposer de l'information dans un GIS permettent à différents ministères d'intégrer plus facilement cette technologie. Donc, ici, on a une cartographie VAPS et Value Added Products au niveau de l'inondation pour intégrer des zones inondables et les superposer dans un système comme Google. Je pense que c'est un peu la norme présentement. Tout le monde possède Google, tout le monde peut intégrer des données KMZ et c'est facilement superposable. Donc, on peut voir des variations intéressantes avec des outils qui sont gratuits, des gratuitiels que tout le monde peut accéder. Ici, c'est des données d'inventaire au niveau de l'utilisation du sol, un projet PDOT de Viasat supporté par l'agence qui montre un peu l'inventaire forestier près de chez nous. Ici, on ne peut pas passer autrement, surtout moi, j'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc j'ai été impliqué un peu dans les inondations sans vraiment avoir mon sol mouillé. Mais la superposition d'imagerie sur Google a été très utile parce que dès qu'on a commencé à publiciser ce genre de produit qui est développé par le Centre canadien de télédétection en partenariat avec la sécurité publique, beaucoup de gens nous ont approchés pour essayer de voir au juste comment ils pouvaient facilement intégrer ces résultats-là. Donc, en leur fournissant les données vectorisées dans Google, juste envoyer le fichier KMZ, les gens pouvaient facilement, tout de suite, savoir au juste où étaient les zones inondées et des gens comme Agriculture Canada qui n'avaient aucune connaissance en observation de la Terre pouvaient intégrer ça dans leurs travaux puis envoyer les gens sur le terrain. Donc, je pense que RadarSat 2, on a un modèle d'affaires qui fonctionne bien. Les ministères utilisent beaucoup la technologie. On a un problème dans le sens qu'on est victime de notre succès. Avec 30 000 images, ça fait beaucoup d'imagerie à gérer et aussi essayer d'éviter les conflits entre les usagers. 70% des images présentement sont acquises par les utilisations maritimes et on essaie de mettre en branle des groupes de travail pour que ces gens-là puissent se parler et qu'ils s'entendent sur l'utilisation des différents modes. Tout ça en préparation avec la nouvelle mission qui s'appelle RadarSat Constellation, qui, comme je l'ai dit, là, consiste en 3 satellites, dont le premier, la construction devrait débuter en janvier pour être opérationnel en 2016. Pourquoi on fait la constellation? Je pense que c'est de définir une pérennité au niveau de l'utilisation radar. Je sais que le radar ne fait pas l'unanimité au niveau des usagers à savoir, est-ce qu'on pourrait aussi investir dans l'optique? Mais la niche de l'agence fait qu'avec RadarSat 1 et RadarSat 2, la pérennité au niveau des bandes C, c'est important pour être capable de fournir ces données. Donc, au niveau des utilisations, au niveau de la capacité, on va avoir 3 satellites qui sont un peu plus petits. Je peux vous montrer un peu la différence entre RadarSat 2 et la constellation. On parle de 3 satellites qui sont un peu plus petits, qui vont faire un suivi beaucoup plus régulier au niveau de la surveillance du Grand Nord, entre autres. Les requis des différents ministères au niveau du centre des glaces et au niveau de la défense pour la souveraineté font que la répétitivité est importante. Donc, on veut avoir des systèmes qui vont nous permettre de faire une couverture pan-canadienne en une journée.
Plutôt que d'avoir un satellite, on a 3 satellites. Donc, si jamais on a un problème avec un satellite, on peut quand même avoir cette constellation à 2. Et il faut dire aussi que RadarSat 1, malgré son âge, lancé en 1995, est toujours fonctionnel. On ne voit pas dans le moyen terme ou dans le long terme des problèmes avec le satellite. Le seul problème qu'on a présentement, c'est son enregistreur de bord qui ne fonctionne plus depuis quelques années. Donc, on doit dépendre des stations de réception partout dans le monde pour avoir des accès globaux. Mais il fonctionne très bien, les qualités de données sont très bonnes. Et RadarSat 2 et RadarSat 1, ensemble, font une constellation en soi. Donc, avec RadarSat 1, avec RadarSat 2 et la constellation, on va se retrouver avec une constellation de 3 ou peut-être 4 satellites. On parle d'altitude un peu différente, à 600 km, et, parce que la répétitivité est plus grande de 12 minutes. OK. Donc, voici en gros le satellite, à quoi il ressemble. C'est une antenne beaucoup plus petite, une antenne beaucoup plus petite, avec un panneau solaire aussi unique. Donc, capacité énergétique un peu plus faible, mais quand même avec une capacité peut-être de 12 minutes. Les créneaux sur lesquels on travaille, vraiment, c'est avec les ministères, c'est la surveillance maritime, le suivi environnemental et les désastres naturels. J'ai ici un comparatif entre les différents modes de RadarSat 2, qui a environ 170 modes en tout et partout, et les modes plus opérationnels de la constellation, à peu près 25. Donc, moins de modes, moins de conflits, plus d'utilisation, donc essayer de standardiser un peu plus l'imagerie. Et par rapport aussi au modèle d'affaires, la politique de données est en train d'être étudiée présentement. Il y a un relâchement au niveau global, au niveau international avec les différentes agences pour avoir un open access au niveau de l'utilisation des données. Donc, pour la distribution des données de la constellation, ce sera à coût plus réduit et on met beaucoup d'emphase sur les produits à valeur ajoutée. Donc, la donnée RadarSat en soi aurait de la valeur, mais la valeur ajoutée, finalement, pourrait faire qu'on pourrait distribuer davantage des applications. On travaille présentement en symbiose avec les différents ministères pour les préparer à l'utilisation de la constellation. Donc, on regarde présentement qu'est-ce qui est utilisé au niveau de RadarSat 2 et de faire le tremplin avec les données RadarSat et investir aussi au niveau d'applications qui ont un potentiel opérationnel pour la constellation. Donc, les défis à venir, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une pérennité au niveau de l'utilisation des données, d'être capable de réduire les conflits au maximum pour que les différents usagers puissent avoir accès aux données. Il y a des nouveaux modes de plus en plus qui sont à l'étude. RadarSat 2, on vient d'intégrer des modes avec des faisceaux beaucoup plus larges qui permettent une meilleure acquisition d'imagerie à coût moindre. Donc, la qualité-prix des images est nettement améliorée. Et pour ce qui est de la constellation, il y a des nouveaux modes comme la polarimétrie compacte qui est supportée. Donc, on fait la recherche et développement présentement avec les différents ministères pour leur permettre l'utilisation. Peut-être le point final dans tout ça, c'est qu'avec un volume accru d'utilisation de RCM, on parle d'environ 300 000 images. Les produits à valeur ajoutée vont être utilisés de plus en plus, puis c'est en utilisant la géomatique qu'on va permettre d'intégrer davantage les données radar avec les données multisources. Merci. Merci, Daniel. On aurait peut-être le temps pour une question. Monsieur Heinz. Oui, Mario Heinz du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Tu as donné des statistiques tantôt d'utilisation dans les ministères fédéraux. Tu disais que c'était aussi accessible dans les provinces avec des projets conjoints. Est-ce que vous avez des statistiques de l'utilisation de ces images-là dans les provinces? Oui, on fait des rapports mensuels d'utilisation, puis on peut vous fournir de l'information. Mais oui, entre autres, en gros, c'est vraiment les ministères fédéraux qui utilisent la donnée, mais on a une allocation d'environ 2000 images pour les provinces qui peut utiliser. Je pense qu'il y aurait une meilleure symbiose à faire au niveau des provinces. Juste question de savoir quel ministère qui utilise actuellement. On a des points de contact. Chaque province a un point de contact particulier, puis on interagit avec les provinces de façon individuelle. Et si jamais tu avais des statistiques, ça serait intéressant. Oui, OK, je les ai. Je vous invite à vous parler. Oui, on pourra facilement te fournir ça.
Notre prochain conférencier est le professeur Claude Coggia, qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal depuis 2004.